Bonjour à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire intitulé Diabète, activité physique et nutrition. Donc on le sait, le diabète, c'est une maladie chronique qui est grave, qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang ou une hyperglycémie. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de régime pour les personnes diabétiques, mais plutôt d'une alimentation équilibrée. Ça fait partie du traitement non médicamenteux du diabète, de même que la pratique d'une activité physique régulière et adaptée. La journée mondiale du diabète, qui a lieu chaque année le 14 novembre, a pour objectif de mieux faire connaître cette maladie, son ampleur, mais aussi les moyens de la prévenir. En relais de cet événement, donc, la CPAM du Tarn vous propose cette semaine 3 webinaires sur cette thématique du diabète. Donc celle d'aujourd'hui, comme on a dit, c'est diabète, activité physique et sur l'alimentation. Hier, nous avons eu diabète, parlons-en, sur le diabète en général. Et demain, à la même heure, nous aurons diabète et tabac. Vous retrouverez plus tard le replay de tous ces webinaires sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn et vous verrez que le diabète n'aura plus de secret pour vous. Pour en revenir à la présentation qui va durer environ 30 minutes, vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois interagir avec nous et poser toutes vos questions via l'onglet discussion que vous avez matérialisé par une petite bulle de conversation. Donc, nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez ou toutes les remarques que vous souhaitez nous faire passer. Je vais maintenant laisser la parole à Alexia Azemar et Cécile Iba, qui sont 2 infirmières conseillères en santé au sein du service Sophia de la Caisse primaire du Tarn. N'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions pendant l'intervention, nous y répondrons après. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci Virginie, bonjour à tout le monde, merci pour ta présentation. Donc moi je suis Alexia Zemar, en effet infirmière conseillère en santé au sein du service Sophia de l'assurance maladie. Donc peut-être un mot avant de commencer pour vous dire en quoi consiste notre rôle avec Cécile. Donc en fait on échange au téléphone avec des malades chroniques hein, et donc des personnes diabétiques notamment sur des thématiques en lien avec leur maladie, dont l'activité physique et l'alimentation justement. Donc, ce qu'on va vous présenter là sur ces 2 thématiques, c'est destiné en effet aux personnes diabétiques dans le sens où l'activité régulière et l'alimentation équilibrée font partie intégrante des traitements du diabète au même titre que les médicaments. Mais ce qu'on recommande finalement à quelqu'un qui est diabétique, c'est ce qu'on pourrait recommander à tout le monde en réalité. Hem Alors, pour ma première partie sur l'activité physique, on va débuter, pour débuter, je vous donnerai quelques chiffres généraux, quelques définitions ainsi qu'un mot aussi sur les risques de la sédentarité. Ensuite, on parlera de la recommandation dans le cadre du PNNSS, pardon, le plan national, nutrition santé de l'HAS, notamment, la Haute Autorité en Santé. On continuera sur les bienfaits ou les bénéfices de l'activité physique en lien avec cette recommandation, justement. Et puis une partie aussi sur la motivation, puisque c'est souvent la clé de la mise à la pratique, hein, et de son maintien en termes de freins et de leviers. Et enfin, on terminera par quelques conseils pour débuter quand on est diabétique. Comme l'a rappelé du coup Virginie en introduction, le diabète est une maladie qui est malheureusement toujours en progression. Donc, environ 3,5 millions hein, de personnes étaient traitées par médicaments pour un diabète en France en 2019. Donc, ça correspond à 5,2% de la population. Et en plus, à cela s'ajoutent les personnes diabétiques aussi seniors, hein, puisque beaucoup de personnes ne sont pas forcément dépistées. Et du coup, en ligne de mire comme cause principale du diabète, hein, le surpoids, l'obésité, la mauvaise alimentation, la sédentarité, la faible activité physique également. Donc on parle bien là du diabète de type 2, hein, en effet. Hem, un mot aussi sur la pratique de l'activité physique en France. Donc sur des chiffres de 2015, 45% des femmes et 50% des hommes de 16 ans ou plus déclarent avoir pratiqué une activité physique ou sportive au cours des 12 derniers mois. Un tiers de femmes comme d'hommes en pratiquent une régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc on verra plus loin
que c'est en fait en deçà de ce qui est prévu par la recommandation, pour la santé. Et puis, également donc la pratique régulière d'activité physique et sportive, hein, diminue, de 25 à 35 le risque de développer un diabète de type 2, et de 50 chez des personnes à risque de le devenir. Donc on voit bien là aussi les bénéfices de l'activité physique en prévention primaire, hein. On dit que c'est une thérapeutique non médicamenteuse. Voilà pour cette partie. Alors peut-être quelques définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Donc l'activité physique, en fait, on entend par là une mise en mouvement au sens général, donc qui intègre en effet la notion de dépense d'énergie. Mais en fait, ce qu'on retient, c'est tout ce qui met le corps en action finalement et en mouvement, tout ce qui fait bouger. Voilà, on fait quand même une différence avec le mot sport, puisque le sport, ça représente plus une discipline vraiment organisée autour de règles, de compétition. Voilà, là, on parle bien d'activité physique thérapeutique. Voilà, et puis la sédentarité, donc là, c'est un mot qui vient du latin sedere, qui veut dire être assis. Donc, c'est le temps passé assis, du coup, qui se définit pas seulement par une activité physique faible ou nulle, hein, mais aussi par le fait de passer 6 à 7 heures assis par jour. C'est-à-dire qu'on peut être actif physiquement, tout en atteignant la recommandation en effet, et aussi sédentaire. Voilà, ou aussi inactif, mais non sédentaire, par exemple. Donc l'idéal, c'est d'être à la fois actif et non sédentaire. Donc on avancera un petit peu plus loin sur ce point-là. Donc on sait en effet depuis plusieurs années déjà que en fait, pour agir sur l'état de santé, il faut agir sur les 2 à la fois. À la fois augmenter le niveau d'activité physique, mais aussi limiter la sédentarité. Hem, voilà, donc cette sédentarité, en fait, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde, hein, selon l'OMS depuis 2012. Même, avant même le tabac, dont 10 de décès en Europe. Hem, donc le risque de mortalité est diminué de 42 en comparant des sujets assis, 2 heures par jour et des sujets assis 8 heures par jour, et ce, quel que soit le niveau d'activité physique. Elle est responsable de 30 des cardiopathies ischémiques, de 20 des cancers du sein et du côlon notamment. Elle multiplie par 2 aussi le risque de diabète et d'obésité. 80 milliards, c'est le coût par an en euros, dans le monde quand j'entends la sédentarité, et 14 années, bah, c'est le gain de vie qu'on peut avoir en ayant une activité physique régulière, en effet. Donc, voilà, du coup, justement pour prévenir ces risques, il est recommandé de bien faire des pauses à cette sédentarité en se levant toutes les heures pendant 3 à 5 minutes, et en effet de pratiquer l'activité physique, donc à hauteur, d'au moins 150 minutes, de façon modérée par semaine. Voilà, donc si on le traduit en heures, ça représente au moins 2h30 d'activité physique modérée par semaine, ou encore au moins 30 minutes 5 fois par semaine. Donc ça, c'est plus le message de santé publique qu'on peut entendre en effet. Alors on va mettre 3, 3 subtilités sur cette recommandation. Déjà sur le type d'activité qui est sous-entendu, c'est une activité plutôt à type d'endurance. Donc tout ce qui peut être, par exemple, marche, danse, nage, vélo, en fait, l'endurance, c'est la capacité à tenir une activité physique dans la durée, donc tout ce qui fait travailler le côté cardio-respiratoire. Voilà, donc c'est ce type d'activité-là. Sur l'intensité, donc on nous dit au moins modérée. Donc là, l'intensité, pour vous donner une idée, au moins modérée, c'est avoir une respiration légèrement accélérée, un essoufflement modéré, ainsi qu'une augmentation aussi modérée des pulsations cardiaques perçues. Voilà. Mais par contre, il faut toujours être capable de pouvoir parler, avoir une conversation encore possible. Si vous avez des difficultés à parler lors de la pratique, là, vous serez plus sur une intensité soutenue. Voilà, et donc un point important aussi, la régularité, hein. L'idée, c'est un peu chaque jour.
Donc c'est pour ça qu'on entend souvent parler des fameuses 30 minutes 5 fois par semaine pour répartir ces 150 minutes ou ces 2h30 un peu tous les jours. Voilà, donc si on souhaite pratiquer au-delà, si on le peut, c'est encore mieux en effet. Mais pour autant, c'est bien sûr pas inutile si, voilà, une semaine on en fait moins, voilà, quoi qu'il en soit, tout ce qui fait bouger est bon à prendre, hein, en effet. Alors je voulais, juste vous, dire un mot, voilà, sur l'image que vous retrouvez là, en effet. Vous avez donc les 2h30 d'activité, là, qui sont représentées là d'endurance, hein, par semaine. Donc ensuite, tout ce qui est les activités physiques du quotidien, en effet, faire le ménage, par exemple, ou d'autres choses, hein, on se met en mouvement, donc c'est une activité. Ou des exercices de renforcement musculaire, là, qu'on peut réaliser aussi, si on fait, voilà, du sport en salle, des choses comme ça, ou des exercices à la maison, tout simplement. Tout ça, ça va être complémentaire, en fait. C'est très intéressant, hein, même si ça ne fait pas partie de l'endurance, au contraire, mais en fait, c'est des choses qui vont être complémentaires. Voilà. Donc pour vous distinguer un petit peu les différentes qualités physiques après, donc qui sont travaillées selon les qualités physiques. Donc l'endurance, en effet, je vous l'ai dit, on va peut-être pas trop détailler plus, mais donc c'est l'aptitude à maintenir un effort d'une intensité relative, donnée pendant une durée prolongée, hein. Donc la marche, on l'a dit, la marche nordique aussi, la natation, le cyclisme, la danse, le golf, voilà, tout ce genre d'activités. Donc l'intérêt qui va être avant tout cardio-respiratoire, en effet. Voilà. Ensuite, plutôt, des exercices, voilà, sur le renforcement musculaire. Donc comme je vous disais, c'est toujours intéressant aussi d'associer à vos exercices d'endurance, des exercices, de ce type-là, puisqu'on sait qu'à partir de 50 ans environ, on voit apparaître, phénomène naturel de fonte musculaire. Donc ce qui fait que, voilà, c'est toujours bien complémentaire, hein, de les associer. Donc ça peut être en effet des exercices de gainage, de gymnastique, d'aquagym, voilà. Monter, descendre les escaliers aussi, hein, ça fait partie, voilà, de ce genre de travail. Alors non pas qu'on ne travaille pas la force musculaire si vous allez, sur des exercices d'endurance, sur la marche, le vélo et cetera, puisque voilà, vous pouvez travailler plusieurs qualités, différentes sur une même activité. Ensuite, donc tout ce qui est, l'équilibre aussi, hein, donc qui peut être en effet pratiqué de façon spécifique chez les personnes, âgées, mais donc en maison de retraite par exemple ou autre, mais qui sera présente aussi dans d'autres activités comme le vélo, la trottinette, la marche, et cetera. Heu et puis pardon, j'ai sauté, voilà, et la souplesse et la mobilité articulaire, donc là c'est une, voilà, c'est la qualité physique qui permet d'accomplir des mouvements, corporels avec une plus grande, amplitude, plus d'aisance et cetera. Donc on le retrouve ça peut être le yoga, le pilates, hein, voilà, des activités du quotidien, hein. Là, on a mis, voilà, le ménage ou la pétanque, voilà, ça peut être retrouvé dans différentes activités aussi, en effet. Donc tout ça qui va être, voilà, intéressant d'associer, en effet. Donc on va parler maintenant des bienfaits et des bénéfices à pratiquer l'activité physique, telle qu'elle est, recommandée. Donc j'ai essayé de vous les catégoriser en 6 grandes familles, pour simplifier un petit peu. Donc on va retrouver, les bénéfices sur tout l'aspect, cardiovasculaire, hein, la régulation de la tension artérielle, l'amélioration de la circulation, prévention des risques d'AVC. Tout le côté, respiratoire aussi, l'amélioration, de la capacité d'endurance, la diminution de l'essoufflement à l'effort, pardon. Pour certains aussi, ça peut être, faciliter l'arrêt du tabac. Au niveau métabolique, hein, donc on retrouve une diminution, hein, du bilan lipidique, hein, tout ce qui est mauvais cholestérol et cetera. Une amélioration aussi du bilan glycémique. Hem
une diminution de la masse grasse et viscérale ou du tour de taille. Au niveau musculaire et osseux, donc ça va avoir un rôle important dans la prévention de l'arthrose et du traitement de la douleur aussi, pour améliorer la posture, la coordination, l'équilibre, augmenter la force et la souplesse. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Au niveau cérébral et psychologique aussi, hein, on retrouve une amélioration des fonctions cognitives, la concentration, diminution du stress, de l'anxiété, une amélioration de l'humeur, du sommeil, de la qualité de vie, la confiance en soi, et cetera. Et puis, un aspect aussi, de prévention des maladies, hein, l'augmentation, de l'espérance de vie, la protection contre certains cancers, une amélioration aussi de l'efficacité des chimiothérapies, la diminution du risque de dépression, de démence et puis, lutter aussi contre les douleurs chroniques, notamment l'arthrose. Donc on pourrait en citer encore d'autres, hein, mais, on peut dire que c'est bon pour tout, hein, j'ai pour habitude de dire qu'aucun médicament n'agit sur autant de choses à la fois finalement. Heu et donc encore une fois, voilà, l'idée étant que cette activité vraiment soit régulière sur la semaine et poursuivie dans la durée. Voilà, alors c'est vrai que s'il suffisait juste de connaître tous ces bénéfices, pour s'y mettre, ça serait bien. Bon, pour certains, c'est déjà un très bon levier d'ailleurs, mais je vous le disais en introduction, malheureusement, ce qui nous empêche le plus souvent de nous y tenir, ça peut être ce manque de motivation. Hem, donc je vous ai mis là quelques exemples de ce que peuvent nous dire, nos adhérents Sophia justement au téléphone, comme frein à leur pratique. Donc la motivation en effet, la mauvaise météo, ça peut être les douleurs, le manque de temps, l'isolement ou le faible réseau social. L'autodépréciation, c'est vrai qu'il y a, parfois des gens qui sous-estiment leurs capacités ou les idées fausses sur l'activité. On retrouve aussi d'autres freins, mais le plus souvent l'origine du manque de pratique, ça reste quand même, ce manque de motivation et voilà, pour que ça devienne, une pratique poursuivie dans la durée, c'est important de trouver finalement sa propre, motivation à pratiquer, en fait, savoir pourquoi on choisit de le faire, pourquoi on le priorise. On va dire qu'il y a pas de meilleure motivation, plus qu'une autre, hein, mais l'important, c'est vraiment de prendre du temps pour trouver la sienne et de s'y raccrocher, si on peut dire comme ça. Du coup, bah, toujours sur les retours que les diabétiques nous font, je vous ai mis là quelques exemples, aussi de ce qui peut les motiver. Donc parce que je sais que c'est bon pour moi quoi qu'il en soit, pour diminuer mes glycémies, pour prévenir les risques de complications, pour arrêter de fumer, pour limiter ou retarder la prise de médicaments, pour retrouver les amis, donc en club ou en association, pour se changer les idées, le moral, pour bien dormir. Il peut y avoir aussi l'entretien physique, le bien-être, le plaisir aussi, hein. C'est important de pratiquer, par plaisir. Et ici, bah, du coup, ce qu'ils peuvent nous dire aussi sur des «astuces» entre guillemets qu'ils ont pu nous partager autour de ce qui les a aidés. Donc avoir un but dans son activité. Alors des fois, on entend certains nous disent: «Beh, marcher pour aller marcher». Voilà, moi, c'est pas toujours, c'est ce qui me limite à me motiver. Hem Donc, du coup, l'idée, c'est peut-être plus d'instaurer une routine quotidienne à la pratique sans forcément s'en rendre compte. Donc, des fois, il y en a qui, du coup, pour leur déplacement, aller au travail, faire des courses du quotidien, aller à la boulangerie, au journal, ben, ils le mettent en place, dans ce cadre-là, la marche notamment, du coup, ou le vélo aussi. Planifier des créneaux dédiés aussi sur la semaine, seul ou à plusieurs, voilà. Certaines nous disent que le fait de se fixer, par avance des créneaux comme ça dédiés, bah, leur permet de s'y tenir quoi, en fait, hein, de se dire: «Beh, ce temps-là, je me le garde, je me le réserve pour ça et je sais que je vais rien faire, de plus à ce moment-là ou pas voilà, pas changer mon programme». Utiliser aussi un équipement intérieur pour pratiquer même avec une mauvaise météo. Donc c'est vrai que selon les saisons, des fois, c'est pas toujours évident de pratiquer à l'extérieur. Donc certains, voilà, s'équipent d'un vélo d'appartement ou autre, voilà, pour avoir, un complément.
ou d'autres en salle de sport aussi, par exemple. Et puis noter ce qu'on fait au début pour valoriser les efforts ou au moyen d'objets connectés. Podomètre, montre, application de téléphone, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on trouve facilement des outils comme ça où chaque téléphone contient souvent une application de compteur de pas. Donc, tout ça, ça peut être des fois des bons moyens aussi de se challenger personnellement ou voilà, de valoriser ses efforts, vouloir en faire toujours un peu plus ou l'envie de progresser, de s'améliorer. Voilà, tout ça, ça reste que des exemples. À chacun après de trouver ce qui lui convient le mieux par rapport à son caractère. Des gens préfèrent pratiquer seul, d'autres en groupe. Par rapport aussi à son rythme de vie et son organisation, hein. Voilà, des gens qui sont actifs, qui travaillent ou qui sont retraités n'auront peut-être pas le même emploi du temps. Les gens qui ont des enfants en bas âge ou autres. Et puis aussi par rapport à ses goûts, hein, d'essayer d'éviter de faire des choix à contre-cœur, hein. C'est toujours important on l'a dit tout à l'heure, de pratiquer par plaisir. Donc pour terminer, quelques conseils pour débuter quand on est diabétique. Alors, donc en parler avec le médecin, surtout quand on veut débuter justement, hein, avec notamment la possibilité là depuis le décret de 2016 de trouver de plus en plus de dispositifs d'activité physique adaptés pour les malades chroniques, pardon. Donc ça dépend un peu des lieux où l'on vit, mais en général, on conseille de se renseigner auprès des municipalités, des collectivités, de certaines mutuelles, d'associations, de clubs sportifs qui ont une branche loisirs sport santé, des maisons sport santé justement, des réseaux aussi comme Sport Santé Bien-être. Ça peut être aussi des associations de patients diabétiques comme la Fédération française des diabétiques Occitanie pour notre région, et Formip aussi. Voilà. Donc important aussi de démarrer à son rythme, hein, avec pourquoi pas l'utilisation, on disait, d'objets connectés, pour ceux qui en ont. Donc même si vous voulez, même si on ne débute pas directement aux 2h30 par semaine, l'idée au contraire en débutant, c'est plutôt d'être progressif, de commencer lentement en augmentant progressivement la fréquence et la durée par palier selon ses sensations, voilà, jusqu'à atteindre en effet les 2h30 hebdomadaires recommandés. Et plus d'ailleurs, si on veut, pourquoi pas, c'est encore mieux. Voilà, d'être bien équipé aussi, hein, au niveau notamment des chaussures, les chaussettes, etc. Puisqu'on sait que par rapport au risque de neuropathie diabétique, hein, il faut bien surveiller les pieds, les rougeurs, les blessures, les ampoules, les crevasses éventuelles, hein, de bien penser à les hydrater. Et aussi d'utiliser, pourquoi pas, des bâtons, de prendre de quoi s'hydrater aussi, un sac à dos, etc. Voilà, de prévenir aussi le risque d'hypoglycémie, hein, selon le traitement que l'on a de prescrit. Donc, l'idée, c'est de faire un contrôle glycémique avant et après au retour, et puis de bien prendre de quoi se sucrer du coup. Donc, si on doit partir seul, d'informer quand même ses proches ou de prendre un téléphone, hein, en cas de s'il y a quoi que ce soit pour prévenir. Et puis donc choisir, voilà, on y revient, une activité plaisir, donc il y a aucun sport qui est interdit, hein, mais voilà, ça peut être bien si au début on ne sait pas trop, vers quoi s'orienter, on peut très bien tester plusieurs activités, si on a des doutes avant de choisir. Voilà, je crois que pour ma partie, c'est terminé sur l'activité, donc je vais passer la main à Cécile pour, le côté alimentation, avant de répondre à vos questions si vous en avez. Merci en tout cas, de votre attention. Bonjour, alors je suis Cécile Hibin, infirmière conseillère en santé, hein, au service Sophia également. Donc je prends la suite d'Alexia pour évoquer du coup le sujet de l'alimentation, puisque dans le cas de l'équipe du diabète, hein, on l'a évoqué effectivement. Bien sûr, il y a le traitement, mais aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie, donc l'activité physique et l'alimentation équilibrée.
Donc, dans le cadre de cette présentation, je souhaite évoquer avec vous les thématiques principales, hein, donc c'est-à-dire les thématiques qui ont un impact sur le diabète. Tout d'abord, évoquer les glucides, puis ensuite les matières grasses et ensuite l'alimentation équilibrée. Et je terminerai enfin par quelques conseils et recommandations. Donc, ces recommandations, effectivement, elles sont valables pour tout un chacun, car elles font partie des préconisations pour rester en bonne santé, donc pour les personnes diabétiques, mais aussi pour tout le monde, hein. Voilà. Donc ça, c'est le sommaire, hein, que j'ai évoqué avec vous. Donc, tout d'abord, on va parler des glucides au sucre. Alors, d'abord, le rôle des glucides ou des sucres, hein. Donc, les sucres font partie de la famille des nutriments. Donc, ils sont indispensables à notre organisme par rapport à l'énergie qu'ils vont apporter, hein, pour le bon fonctionnement des différents organes, notamment pour le cerveau, les nerfs et les muscles, hein. Donc, c'est une énergie indispensable pour fonctionner, pour que tout fonctionne normalement, en fait, hein. Donc, pour que ce soit le plus efficace possible, hein, cet apport énergétique, il doit être réparti tout au long de la journée et lors des 3 repas, puisque ça jalonne vraiment une journée où il peut y avoir des activités. Donc, ces sucres, du coup, vont apporter l'énergie tout au fil du temps. Donc, les différents types de sucres ou glucides, hein. Donc, tout d'abord, les sucres simples, hein, on appelle sucre simple ou sucre rapide, hein, c'était une autre appellation. Donc, ces sucres simples, hein, ils sont composés par une ou deux molécules de glucose. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle simples. Et donc, ils vont être assimilés très rapidement par l'organisme. Donc, ça peut être les aliments au goût sucré, les laitages, qui font partie de cette famille des sucres simples. Ensuite, les sucres complexes, donc c'est des sucres qui vont comprendre effectivement plusieurs molécules de glucose. Donc, l'organisme va mettre plus de temps en fait pour les assimiler. Donc, ils vont être assimilés plus lentement en fait, hein, par l'organisme. Donc là, dans cette famille des sucres complexes, en fait, ce sont surtout les féculents, les légumineuses. Donc, les légumineuses, ce sont par exemple les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, et aussi les pommes de terre qui font partie de cette famille. Donc là, on peut voir en fait, hein, sur le schéma un petit peu des équivalences en fait, hein. Par exemple, pour apporter 20 grammes de glucides, donc on peut manger par exemple 2 tartines de pain ou 2 tranches de pain de mie, 3 ou 4 biscottes. Voilà, donc c'est illustré en fait avec ce schéma, les quantités qui sont recommandées par repas. Donc, pour les personnes diabétiques, en fait, ce qu'il est recommandé, c'est surtout d'associer ces 2 types de sucres, donc les sucres simples et les sucres complexes, donc l'un sous forme de fruits et l'autre sous forme de féculents. Donc, on recommande en fait cet apport sur chaque repas. L'excès de sucre, par contre, lui, effectivement, donc si on apporte trop de sucre à l'organisme, donc il ne sera pas utilisé en fait, hein. Donc il va être stocké sous forme de graisse et donc va entraîner une prise de poids. Donc c'est surtout la graisse abdominale, hein, qui va stocker en fait ce sucre sous forme de graisse et qui pourra être éventuellement utilisé en cas de besoin. Donc, pour rester vigilant en fait, hein, sur l'apport en sucre, il y a aussi des sucres cachés, surtout dans les aliments qu'on peut acheter déjà tout prêts en fait, hein. Donc, ce que je vous propose, c'est quelques informations sur la lecture des étiquettes. Donc, comment on voit en fait la quantité de sucre, hein, c'est surtout là les sucres simples, hein, dont on va parler. Sur une étiquette, donc là, il faut regarder les glucides et dont sucre, en fait, hein. C'est vraiment ça qu'il faut regarder sur l'étiquette pour savoir combien, en fait, de sucre contient l'aliment. Et donc, effectivement, pour avoir une idée, en fait, un fruit, ça contient à peu près 15 grammes de glucides
une portion de féculents, c'est à peu près 20 grammes de glucides. Ou si on rapporte au sucre en morceaux, que tout le monde connaît, le sucre blanc, ça équivaudrait à 3 morceaux de sucre. Donc là, sur cette étiquette, en fait, pour 100 grammes, il y a 16 grammes de sucre, donc l'équivalent à peu près d'un fruit, en fait, dans cet aliment. Par contre, sur les différentes étiquettes, il faut rapporter aussi donc ces proportions à la portion, en fait, que l'on va prendre. Là, c'est pour 100 grammes, mais par exemple, la portion, là, ça peut être, par exemple, 30 grammes, là, si c'est des céréales. Donc là, ça va être 30 grammes, en fait, qu'on va utiliser pour le petit déjeuner. Donc là, on est à 4,9 grammes de glucides dans le sucre. Donc c'est déjà, ça baisse le niveau de sucre. Voilà. Par rapport, aux autres informations que l'on peut retrouver, ou aux annotations, qui peuvent figurer sur, les étiquettes, on peut retrouver aussi certains produits allégés ou light. Donc ces produits, ils sont, à teneur en sucre qui est inférieure, aux produits, de base. Donc il est, normalement allégé en sucre à peu près à 25 25 ou 30 par rapport aux produits de base. Donc ça peut être intéressant, si on cherche aussi à perdre du poids, mais il faut quand même se méfier de ces produits allégés parce que, comme ils sont allégés justement, on peut être amené à en manger plus en fait, parce qu'on se dit: «Ben, c'est meilleur à la santé, du coup je peux en manger un peu plus en quantité», et c'est là où on peut effectivement, prendre du poids. Ensuite, on peut retrouver, donc certaines annotations, donc ça peut être à faible teneur en sucre. Donc quand c'est à faible teneur en sucre, le produit, il doit contenir moins de 0,5 g pour 100 grammes. Donc là, c'est un produit qui va être très peu sucré. Donc effectivement, il est plutôt, on peut vraiment, s'orienter sur ces produits-là, si on a le choix en fait. Et également les produits sans sucre. Les produits sans sucre, c'est qu'il n'y a pas de rajout de sucre, dans le produit de base. C'est que le produit est à l'état naturel en fait, Ça peut être une compote par exemple sans sucre. Voilà, il y a d'autres, informations aussi importantes, Parfois, on peut aussi se méprendre, sur la formulation de sirop de glucose. Donc le sirop de glucose et aussi peut augmenter aussi le stockage en fait de certains sucres sous forme de graisse. Donc il faut aussi rester vigilant, sur la proportion de sirop de glucose, Donc c'est aussi du sucre en fait, Voilà. D'autre part, l'utilisation des édulcorants. Donc effectivement, qui peuvent être, aussi une possibilité, pour, garder le goût du sucre tout en diminuant l'apport en sucre réel. Donc les édulcorants, effectivement, il y a, le problème qu'ils peuvent augmenter l'appétit, en fait, déséquilibrer aussi la flore intestinale. Ils maintiennent aussi l'habitude du goût sucré, en fait. Heu, Quand on a l'habitude de manger sucré, ça donne envie aussi de manger du sucre, et c'est un espèce un système de récompense du cerveau. Donc le sucre appelle le sucre, On peut dire que quand on mange sucré, on a envie de manger davantage. Ça augmente un petit peu l'appétit, en fait. Une autre notion par rapport aux glucides ou sucre, ça va être l'index glycémique. L'index glycémique, c'est, effectivement la capacité d'un aliment à élever plus ou moins rapidement le taux de glucose dans le sang. C'est-à-dire que, certains aliments vont avoir un index glycémique plus fort, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter davantage le taux de sucre rapidement dans le sang. Donc il y a plusieurs critères qui vont agir en fait, au niveau de l'index glycémique. C'est déjà le temps de cuisson en fait. Par exemple, si on fait cuire énormément les pâtes, elles vont avoir un index glycémique plus important que, par exemple, des pâtes qui seront juste cuites al dente, en fait. Donc pour les personnes diabétiques, là, on va recommander plutôt de ne pas trop faire cuire les pâtes ou pas trop faire cuire le riz, par exemple. Ensuite, la texture ou la préparation, c'est-à-dire plus on transforme un produit, en fait, c'est-à-dire, voilà, plus il est transformé, par exemple, l'index glycémique de la pomme de terre, si on la prépare en purée, c'est-à-dire qu'on l'aura, pelée, écrasée, du coup, il y a eu beaucoup de transformation quand même du produit.
et elle aura été beaucoup cuite, hein, pour la transformer en purée. Si on compare cet index glycémique à celui de pommes de terre, vapeur cuite avec la peau, du coup, l'index glycémique de la purée va être beaucoup plus fort. Donc il faut aussi le savoir. C'est des notions, qu'on peut un petit peu maîtriser. C'est-à-dire qu'on sait que si, bah, ce jour-là, on va manger de la purée, bah, effectivement, peut-être qu'il faudra diminuer, certains autres sucres qui seront apportés, au niveau du repas. Comme par exemple la baguette, l'index glycémique de la baguette va être supérieur au pain aux céréales ou au pain, complet par exemple, puisqu'ils contiennent aussi des fibres et les fibres vont ralentir au fait la digestion des sucres. Donc il vaut mieux privilégier ce type de pain plutôt que le pain blanc en fait, pour les personnes, diabétiques, hein, et pour tout un chacun également. Et ensuite, il y a aussi en critère la maturité du produit, c'est-à-dire qu'un fruit qui est très mûr est davantage sucré qu'un fruit vert. Donc ça peut permettre aussi, voilà, si on aime bien par exemple certains fruits, de le prendre un peu moins mûr, comme ça il aura un index glycémique un peu moins important. L'association aussi avec d'autres aliments, donc le fait de manger un aliment isolé, notamment un aliment, sucré, hein, il va y avoir un index glycémique plus fort, puisque l'index glycémique d'un aliment qui va être associé, au moment d'un repas, en fait, le fait qu'il soit digéré avec le bol alimentaire, ça va faire aussi, baisser l'index glycémique. Donc pour une personne diabétique, en fait, on conseille plutôt, si elle souhaite, hein, manger un aliment sucré de temps en temps, c'est plutôt de l'associer, en fait, au repas et surtout de ne pas le prendre de façon isolée, par exemple dans l'après-midi. Voilà, ensuite, sur, bah, justement, cet index glycémique, on recommande donc plutôt de privilégier la consommation, d'aliments à index glycémique bas, donc ça peut être les légumes, les légumineuses, les aliments complets et les aliments toujours sucrés, hein, toujours associés au repas si c'est possible, hein, effectivement. Pour les céréales également, on peut conseiller de privilégier, bah, surtout les flocons d'avoine, ou les céréales brutes parce qu'elles contiennent encore l'enveloppe en fait qui les entoure et donc elles seront assimilées plus lentement, hein, au cours de la digestion. Donc ça peut être des conseils aussi, simples, hein, si, pour composer son petit déjeuner, donc le choix entre plusieurs types de céréales et on a aussi la possibilité d'abaisser l'index glycémique de certains féculents en les laissant refroidir, parce qu'il y a une rétrogradation de l'amidon. Donc si on fait refroidir par exemple des pâtes, si on mange une salade de pâtes, l'index glycémique sera moins fort que, des pâtes qu'on vient juste de faire cuire et qu'on mange tout de suite après. Et il est conseillé également de privilégier donc tout ce qui est aliments complets et des légumineuses qui ont un index glycémique, plus faible. Donc là, on a évoqué, du coup les glucides, hein, pour lesquels il faut être attentif. Ensuite, on va, parler des lipides ou matières grasses. Donc le rôle, est aussi très important, hein, des lipides. Ils font partie de la même famille, hein, que les glucides, donc des nutriments, hein, ils font partie de la famille des nutriments. Ils sont indispensables à notre organisme car notre corps ne sait pas les fabriquer, donc il va falloir en apporter, mais en quantité limitée, en fait, c'est ça surtout et pouvoir choisir aussi, le type de matière grasse qu'on va apporter à notre organisme. Donc leur rôle, c'est qu'elles constituent la membrane de certaines cellules, hein, notamment au niveau des neurones, hein, au niveau du cerveau. Donc ils jouent aussi un rôle essentiel, hein, dans le transport de certaines protéines, certaines hormones aussi dans le sang. Et elles servent aussi à véhicule, pardon, pour les vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui sont solubles, dans les graisses. Donc c'est des vitamines A, D, E, K, et donc pour qu'on puisse assimiler, hein, normalement ces vitamines, il faut des graisses en fait, hein. Ils participent également à l'élaboration de certaines hormones. Donc beaucoup de rôles, hein, des lipides ou matières grasses, donc il ne faut pas non plus les exclure complètement de l'alimentation. Donc il y a différents types également de matières grasses, donc ce qu'on appelle les mauvaises graisses ou les acides gras saturés. Donc ces acides gras, en fait, ils vont favoriser surtout la prise de poids. Ils augmentent aussi le risque cardiovasculaire, hein, donc ça peut être les aliments frits, les aliments panés,
tout ce qui est beurre, fromage, crème fraîche, les viandes grasses, la charcuterie, l'huile de palme et l'huile de coco. Bon, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, mais ce sont, quand même les principaux. Donc il faut être très vigilant, sur l'apport des graisses saturées, pour les conséquences au niveau, surtout du risque cardiovasculaire, hein. Ensuite, le deuxième type, c'est les bonnes graisses, donc ce qu'on va appeler les acides gras insaturés. C'est eux qui vont limiter, du coup le risque cardiovasculaire, hein. Donc, ils vont amener une protection, des artères, hein, donc ils vont participer, au bon fonctionnement, cardiovasculaire. Donc ça va être les viandes blanches, les poissons gras, les fruits oléagineux, l'huile d'olive, de colza, l'huile de noix. Donc toutes ces graisses-là, elles seront plutôt bénéfiques à la santé. Par contre, comme, donc là, on parle de matières grasses, donc elles sont très caloriques en fait, et il faut les consommer avec modération et plutôt privilégier, ce qu'on a appelé les bonnes graisses en fait, hein. Donc de la même façon que pour les sucres, quand on achète un produit, il faut aussi regarder les étiquettes. Donc comment on peut savoir qu'un produit est gras? En fait, il faut repérer sur l'étiquette. Donc un produit gras, en fait, c'est un produit qui va contenir plus de 10 grammes, d'acides gras saturés, pour 100 grammes. Donc sur ce produit-là, on voit, qu'il y a 11 grammes, d'acides gras saturés, hein. Ce qu'on va surtout regarder, c'est les acides gras saturés, ceux qui sont, mauvais à la santé, hein. Donc si c'est supérieur à 10 grammes, du coup, c'est un produit gras. Donc s'il y a un produit qui a un pourcentage un petit peu moins fort, du coup, on va aller plutôt choisir, un autre produit. Donc ça permet aussi de repérer en fait, hein, quand on fait ses courses, les bonnes répartitions en fait des graisses. Donc on va passer à la troisième partie qui concerne, du coup l'alimentation équilibrée. Donc l'alimentation équilibrée, c'est vraiment, la base, hein, pour une personne diabétique, même aussi pour tout un chacun, mais c'est encore plus important dans le cas du diabète, puisque aujourd'hui on ne parle plus de régime, mais plutôt d'alimentation équilibrée. Donc il n'y a pas cette notion en fait de privation, et on parle plutôt d'une alimentation qui est variée et sans aliments interdits. Donc elle doit être adaptée aussi aux besoins de chacun, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont plus d'activité physique, qui vont bouger, énormément dans la journée, donc ils auront besoin de plus d'énergie. Donc à ce moment-là, effectivement, il va falloir aussi adapter, l'alimentation à l'activité physique. Par contre, les personnes qui vont rester, très sédentaires, à ce moment-là, il faudra peut-être diminuer les apports ou les quantités. Donc cette alimentation, équilibrée, elle doit être composée des différents groupes alimentaires, mais en quantité limitée. Et donc, comme on l'a évoqué aussi, tout à l'heure, hein, elle doit être répartie sur les 3 repas pour apporter, l'énergie tout au long de la journée. Donc les groupes alimentaires, hein, on peut les voir, à l'écran, hein, donc ça va être les féculents, les légumes, les fruits, les produits laitiers et bien sûr l'eau, qui est la seule boisson indispensable, hein, à l'organisme. Et donc de limiter, au contraire, hein, ce qu'on a évoqué, donc les produits gras, les produits sucrés, la consommation d'alcool également et l'apport en sel, hein. En sachant qu'effectivement l'équilibre alimentaire, il se construit plutôt sur une semaine et non pas sur une seule journée. C'est-à-dire que si on fait quelques écarts un jour, c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper, le reste du temps. Et il y a aussi, les protéines, hein, qui sont très importantes, bien sûr la viande, le poisson et les œufs, qui vont, effectivement être bénéfiques aussi pour l'organisme, pour surtout, l'apport en protéines pour les muscles. Donc on recommande de privilégier, au final des aliments qui vont être bénéfiques à la santé, c'est-à-dire les légumes, les féculents, le poisson, les poissons, les fruits, et de limiter la consommation d'aliments gras et sucrés surtout. Donc, comment on pourrait, composer les différents repas, hein, de la journée puisqu'on a parlé, effectivement de ces 3 repas. Donc il y a d'abord le petit déjeuner qui est très important, hein. Il doit représenter, en moyenne 20 à 25 des apports, journaliers, puisqu'il y a eu le jeûne, hein, pendant toute la nuit. Donc il n'y a pas eu d'apport alimentaire ni d'hydratation.
Donc là, il va falloir apporter un produit laitier pour le calcium, l'apport en calcium essentiellement, un fruit pour apporter l'énergie, un fruit, un féculent et une boisson pour l'hydratation. Donc ça, c'est une composition équilibrée d'un petit déjeuner, c'est ce qui est recommandé. Et effectivement, ça permet d'avoir déjà de l'énergie pour débuter sa journée. Ensuite, le déjeuner, donc il représente, lui, 40 des apports journaliers, donc il est aussi très important. C'est un repas quand même très important dans la journée, hein. Il va être au milieu de la journée, donc il va pouvoir permettre de continuer, hein, à apporter cette énergie dont on a besoin. Donc il doit se composer en général de 2 portions de légumes, donc ça peut être des légumes crus ou cuits, une portion de féculents, donc on voit bien là, au niveau de la répartition de l'assiette, hein, que ça fait à peu près le quart de l'assiette, et une portion de protéines. Donc ça peut être de la viande, du poisson ou des œufs pour apporter donc les protéines nécessaires aux muscles, hein, et un produit laitier et un fruit. Donc le produit laitier, ça peut être aussi, un yaourt, mais ça peut être, une part de fromage. Donc il y a, beaucoup de choix, hein, aussi au niveau des produits laitiers, même des fruits, on peut vraiment, varier, son alimentation. Le dîner, donc pareil, hein, il est aussi très important, donc il doit représenter à peu près 35 à 40 des apports journaliers. Donc c'est pareil, hein, il doit être composé, d'avec beaucoup de légumes, hein. C'est ça vraiment l'essentiel, hein, c'est vraiment la moitié de l'assiette ou 2 portions, c'est ce qu'il faut avoir, à l'idée. Donc ça peut être aussi un potage, voilà, il y a différentes façons de préparer les légumes. Une portion de féculents, donc pour apporter l'énergie, et un produit laitier et un fruit. Là, le soir, on peut éventuellement se passer, de protéines pour le soir, hein, puisque une seule, heu, une seule portion peut être suffisante, pour la journée. Et sur les dernières recommandations, hein, du plan national nutrition et santé, de 2019, au niveau de l'apport, pour l'hydratation, en fait, c'est vraiment l'eau qui est la seule boisson indispensable. Donc, on recommande de limiter la consommation également d'alcool à 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. Pour une personne diabétique, l'alcool est quand même très calorique. Il favorise aussi la prise de poids et contient aussi du sucre. Donc, il faut quand même être très vigilant, même si c'est cette recommandation de 2 verres maximum par jour, si on peut si on peut faire que ce soit, très occasionnel, c'est mieux en ce sens, hein. Alors, je vais passer, pour terminer cette présentation à quelques recommandations et conseils. On va reprendre, les principaux points qu'on a évoqués ensemble. Donc déjà, de faire un petit déjeuner suffisant, hein, puisque l'apport, est quand même de 20 à 25 hein, de l'énergie, dont on a besoin, dont le corps a besoin pour fonctionner. Donc, si on n'a pas l'habitude de prendre un petit déjeuner, l'idéal, c'est de pouvoir petit à petit, le mettre en place. Éviter de sauter des repas. Si on a vraiment la répartition des 3 repas, ça permet de limiter le grignotage et du coup la prise de poids. De boire de l'eau donc tout au long de la journée, effectivement éviter, les boissons sucrées, hein, vraiment de façon très occasionnelle. Associer les légumes et les féculents à chaque repas. Donc les légumes, c'est vraiment le rôle important des fibres, hein, qui permettent de ralentir la digestion des sucres, et donc d'éviter les pics glycémiques. Donc ça, c'est vraiment très important, pour les personnes diabétiques, hein, pour éviter, hein, de faire aussi des hypoglycémies. Donc c'est vraiment d'associer les légumes et les féculents à chaque repas et bien penser aux légumineuses, hein, qui vont être riches aussi en fibres. Donc c'est important de les introduire, hein, voilà, à la place du riz ou des pâtes, de pouvoir par exemple manger des lentilles ou des pois chiches, voilà, suivant aussi les goûts de chacun, hein. Limiter bien sûr la consommation d'aliments gras et sucrés, hein, ce qu'on a évoqué, dans les 2 premières parties, et privilégier, du coup certaines graisses, donc les huiles d'olive, de colza, de noix, donc ça c'est pour, tout ce qui est assaisonnement, et on peut aussi alléger les vinaigrettes, hein, avec, par exemple, du fromage blanc, hein, qui permet de mettre moins de graisse aussi, dans l'accompagnement en fait d'une salade par exemple, hein. Donc on recommande également de privilégier certains modes de cuisson sans gras. Donc, pour limiter effectivement l'apport en graisse, donc ça peut être de cuisiner par exemple en papillote, au grill, à la vapeur, ou d'utiliser une poêle anti-adhésive par exemple.
de privilégier également les cuissons al dente, hein, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à l'index glycémique notamment. Consommer des aliments complets ou semi-complets, donc parce qu'ils vont être très riches en fibres, hein, donc effectivement, ils vont ralentir la digestion des sucres. Et consommer du poisson au moins 2 fois par semaine, donc en poisson gras. Donc poisson gras, ça peut être les sardines, les maquereaux, donc qui vont apporter, des graisses qui sont bénéfiques aussi à la santé, qui sont les oméga 3 en fait, hein. Et privilégier donc le fait maison puisque, effectivement, il peut y avoir des additifs, des exhausteurs de goût, beaucoup de choses qui sont rajoutées, hein, dans des aliments déjà tout préparés, des graisses, du sucre, hein, parfois qui sont rajoutés sur un aliment basique et donc quand on privilégie effectivement le fait maison, on sait, vraiment ce qu'on va, avoir dans son assiette et donc de limiter la consommation aussi d'alcool, hein, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, puisque, il y a des risques, hein, pour la santé sur le long terme, hein, de la consommation d'alcool, notamment les risques de cancer aussi, hein. Donc, effectivement, si on peut, modifier un petit peu ses habitudes, et de pouvoir manger très lentement, en fait, ça aussi, hein, parce que on va retrouver, hein, la sensation de satiété, puisque le cerveau a le temps, hein, de bien, réaliser qu'on est en train de manger. Bien sûr, si on peut le faire dans un environnement calme, de bien mâcher, heu voilà, on va pouvoir manger en moins grande quantité puisque, on va être plus rapidement en fait, rassasié. Et pour terminer, donc quelques conseils, donc quand on fait ses courses, hein, plutôt faire les courses le ventre plein, c'est-à-dire que, ben, on sera moins tenté en fait, par, certains produits, hein. Quand on n'a pas faim et qu'on fait ses courses, on va aller, à l'essentiel. Donc pourquoi pas faire une liste de courses et si possible, pouvoir programmer, ses repas sur la semaine. Utiliser, le Nutri-Score, hein, le Nutri-Score permet de choisir entre 2 produits identiques. Donc il y a effectivement, certaines indications, hein, sur ce Nutri-Score. Donc tout ce qui est, A, B, C, on est plutôt sur un Nutri-Score qui va être, favorable, hein, sur le plan nutritionnel. Et D et E, il faut éviter en fait ces produits-là. Donc si on doit choisir entre 2 produits, un qui est plutôt classé A et l'autre plutôt qui est classé D, de produits identiques, plutôt s'orienter sur le produit A qui sera certainement moins gras, moins sucré et effectivement qui va apporter moins de calories également. Donc consommer les fruits et légumes de saison, puisque les fruits et légumes sont aussi riches en fibres, contiennent des vitamines, hein, donc ça c'est aussi très important pour, l'organisme. Manger davantage de légumineuses, donc puisqu'elles sont riches en fibres aussi, et au niveau des boissons, donc la consommation de soda et jus de fruits doit rester vraiment exceptionnelle, surtout chez les personnes diabétiques, puisqu'il y a un apport en sucre très important, hein, dans ce type de boisson. Éviter de se resservir, au moment des repas ou si on a vraiment encore faim, pouvoir se resservir plutôt de légumes et on a évoqué tout à l'heure les édulcorants, donc bien sûr, si on a vraiment du mal à se passer de ce goût sucré, on peut les utiliser, mais ils peuvent quand même stimuler l'appétit et altérer la flore intestinale, c'est ce qu'on a évoqué et le fait d'entretenir le goût sucré, il y a toujours ce sucre qui appelle le sucre, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance toujours à avoir envie, de manger sucré. Voilà pour quelques recommandations un petit peu générales sur l'alimentation. Donc là, on arrive à la fin de cette présentation. Je laisse, du coup la parole à Virginie pour, nous transmettre vos questions et je vous remercie pour votre écoute. Alors rebonjour, donc la présentation a duré un peu plus longtemps que prévu, donc on va passer directement, aux questions-réponses. Donc là, j'ai 2 questions qui peuvent être reliées l'une à l'autre, hein. Donc c'est par rapport à l'alimentation. Un produit sans sucre, mais à 99 de glucides, est-ce bon? Et après dans la même lignée, j'ai des pâtes au blé complet, 66 de glucides, mais 4 de sucre. Par contre, pâte normale, 72 glucides et 3,5 de sucre, quel est le meilleur? Donc voilà. Alors, quand on a parlé tout à l'heure, hein, des étiquettes, en fait, c'est normal, hein, que les pâtes, hein, c'est ce qu'on a vu, ce sont des féculents. Les pâtes vont apporter des glucides, c'est-à-dire, les glucides complexes, en fait, qui vont apporter l'énergie. Ce qu'il faut regarder surtout sur l'étiquette,
c'est les glucides dont sucre. C'est le don sucre, en fait, qu'il va falloir regarder. Donc, il va falloir choisir, là, les pâtes, c'est sûr qu'il y aura toujours des glucides dedans puisque c'est composé de glucides complexes. Donc, on peut tout à fait manger des pâtes, mais ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de plutôt, si c'est possible, les choisir semi-complètes puisqu'elles vont être moins riches, en sucre, hein, puisqu'il va y avoir des fibres. Donc l'organisme va mettre plus de temps pour les assimiler et pas trop les faire cuire pour abaisser un petit peu l'index glycémique. Mais c'est normal que, sur l'étiquette, on trouve les glucides qui soient élevés, ça c'est normal, hein, puisque c'est les glucides complexes. Il faut regarder surtout le don sucre, c'est ça qui est important. C'est le sucre simple ou le sucre rapide, hein, c'est ce qu'on appelait, avant le sucre rapide. Alors Je un ne sais pas verre si de j'ai lait ah pardon. répondu à la question, puisqu'il y avait plusieurs questions, en même temps, je ne sais pas. En fait, ce que tu voulais dire, Cécile, je pense, c'est qu'entre 2 mêmes produits, pour les comparer, enfin, c'est important de comparer 2 mêmes produits, par rapport aux mêmes, données, quoi. Enfin, le taux de sucre. Si on veut choisir le moins sucré. Voilà, déjà les 2 mêmes produits et c'est normal qu'en fait les pâtes contiennent des glucides, hein, Mmh. puisque c'est des glucides Voilà. complexes, donc ça c'est Mmh. normal, il ne faut pas être surpris, puisqu'on sait qu'on va manger un féculent, hein, donc c'est, voilà. Mais plutôt regarder les sucres, simples, hein, c'est le don sucre, c'est ça qui apparaît vraiment sur l'étiquette, en fait. Alors j'ai une autre question, est-ce que boire un verre de lait chaud en se couchant, est-ce que c'est gênant? Alors après, ça dépend de effectivement, ce qu'il y a comme apport, en produits laitiers dans la journée, hein. Mmh. Ce qu'on recommande, c'est surtout, les 3 produits laitiers sur la journée, puisque le lait, en fait, il fait partie, quand même des glucides, simples, donc il y a aussi le lactose qui est un sucre, en fait. Donc, c'est pas forcément, gênant, mais effectivement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était plutôt de pouvoir associer, en fait, le laitage au moment du repas, parce qu'il fait quand même partie, des sucres simples, donc ils vont être vite assimilés par l'organisme. En même temps, tout ce qui est produits laitiers, il y a une contenance en sucre qui est beaucoup plus faible, par exemple, qu'un fruit. Donc si, on ne dépasse pas les 3, produits laitiers par jour, c'est pas forcément gênant. Après, il faut voir aussi dans quel cadre Mmh. c'est pris, hein. Il faut revoir le Mmh. contexte aussi de l'alimentation en Mmh. général, hein. Alors j'ai plusieurs remarques sur le matin en fait, où on me dit que la glycémie du matin n'est pas significative. J'ai aussi le matin, le système digestif n'a pas les capacités enzymatiques de gérer les glucides et voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, ce qu'on en fait, pour parler de l'équilibre du diabète, il faut surtout se baser, hein, sur, bah, notamment le résultat de l'hémoglobine glyquée, hein. Mmh. C'est ce qu'on va retrouver au niveau vraiment de la prise de sang. C'est ce qui va englober, vraiment, l'équilibre, général du diabète et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser et après la glycémie du matin, elle peut refléter aussi, éventuellement le repas du soir. Mais il y a quand même, normalement, la recommandation pour l'alimentation équilibrée, c'est vraiment de pouvoir répartir les apports sur les 3 repas. Ça, c'est une recommandation générale. Après, bien sûr, on peut aussi demander conseil à son médecin, hein. Alors il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi il a toujours soif. Quand on est diabétique, c'est vrai qu'on a peut-être plus soif qu'à Alors, la la normale. soif, ça peut être, le reflet d'un déséquilibre du diabète, puisque l'hyperglycémie, hein, quand il y a une hyperglycémie, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang, le cerveau va commander, d'éliminer, ce sucre en excès. Donc il va commander de boire, hein, c'est un réflexe, un petit peu, de base, hein, de l'organisme. Donc il va, recommander de boire davantage pour éliminer dans les urines, l'excès de sucre. Mais c'est une solution transitoire puisque c'est pas réellement efficace. Après, il faut soit adapter le traitement, si le diabète est déséquilibré, soit, ben, ce qu'on a évoqué, hein, il n'y a pas que le traitement, il y a bien sûr l'alimentation équilibrée et l'activité physique qui rentrent en jeu dans l'équilibre du diabète.
Du coup, comme le dit Cécile, ça fait partie des signes de l'hyperglycémie, notamment, mais ça peut être aussi le signe d'autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours bien d'en parler au médecin pour éliminer, voilà, pour trouver la cause, quoi. Alors j'ai une autre question. On me dit: «J'ai toujours faim, qu'est-ce que je peux manger entre les repas?» Alors Peut déjà, il faut voir si, l'alimentation est équilibrée, s'il y a la répartition des 3 repas, comme on l'a évoqué ensemble. Si, c'est le cas, du coup, il faut essayer de ralentir le rythme déjà du repas. Vraiment associer les légumes et féculents, hein, c'est ce qui va faire ralentir la digestion du sucre, donc ça va, diminuer l'appétit. Et si vraiment on a ce besoin en fait de prendre effectivement une collation, dans l'après-midi, en fait, ce qu'on peut faire, c'est pour pas rajouter, d'aliments à ce qui est vraiment prévu, c'est plutôt de décaler par exemple, le laitage et le fruit, par exemple du repas de midi, le décaler, dans l'après-midi. Ça peut être une solution, éventuellement, mais il faut déjà, revoir si l'alimentation est vraiment mmh, bien équilibrée. Vraiment le fait qu'il y ait des légumes et des féculents à chaque repas, plutôt, pour l'apport en fibres, hein. Et puis, si vraiment il y a toujours cette sensation de faim, de pouvoir, éventuellement décaler pour faire une collation dans l'après-midi. Mais ça, on peut aussi le revoir avec le médecin traitant. voilà. Normalement, si les repas sont équilibrés, Il ne doit on pas y là, il avoir doit pas y avoir on doit cette pas avoir tout le sensation de temps faim faim. entre les repas. Mmh. Alors justement, en cas d'hypoglycémie, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je vais essayer de répondre à Alexia peut-être? D'accord, c'est comme tu veux. Donc en cas d'hypoglycémie, en fait, l'idée, bah, c'est à ce moment-là le seul moment justement où on recommande de prendre des sucres rapides, hein, puisque l'idée, c'est d'éviter, justement le malaise, de chuter, et cetera. Donc pour se resucrer, on dit que c'est l'équivalent de 3 morceaux de sucre. Donc ça peut être le sucre en morceaux, en sachet, sous différentes formes. Ça peut être aussi l'équivalent un verre de jus de fruits, par exemple, ou si on n'est pas à la maison, une briquette de jus de fruits ou une petite canette de soda, mais du coup non light, puisque l'idée là, c'est vraiment de se resucrer, de faire remonter vraiment, la glycémie. Voilà, ou après si dans le cadre de l'activité, par exemple, si on part en randonnée ou en marche, si c'est plus pratique, une pâte de fruits ou une barre de céréales, voilà, quelque chose qui permette de remonter rapidement. Je sais pas si tu veux compléter ou? Non, c'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment le seul moment où il faut prendre un sucre qui agit très vite, en fait, et une certaine quantité, pour pouvoir faire remonter le taux. C'est les 15 grammes de sucre, hein, comme disait Alexia. Alors j'ai la remarque d'une personne qui nous demande de signaler le livre de Norman Mousseau, qui aiderait beaucoup les diabétiques. Ah, D'accord. bon, merci pour la Donc référence, Merci, c'est hein. fait. Mmh. Concernant l'activité physique, combien de pas doit-on faire par jour pour être en accord avec les recommandations? Sachant qu'on entend parler souvent de 10 000 pas. Oui, c'est vrai, puisque ce nombre des 10 000 pas, en fait, on l'entend souvent parce qu'au départ, c'est un seuil, finalement, c'est plus un slogan, un seuil marketing, au départ d'une entreprise japonaise qui, voulait vendre, ses podomètres à l'époque, après les JO, les jeux olympiques de Tokyo. Donc voilà, du coup, c'est cette mesure des 10 000 pas, en fait, c'est, par rapport à la recommandation dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, en fait, c'est pas assez précis puisque, ce nombre n'inclut pas ni la nature de l'activité physique. Par exemple, si on fait du vélo, ben, voilà, on aura fait de l'activité, mais on n'aura pas de pas comptabilisés. Ça n'inclut pas non plus la durée, ni l'intensité à laquelle on pratique, ni la distance du pas non plus. Si on part du principe qu'un pas fait en moyenne 70 centimètres, 10 000 pas, ça ferait 7 kilomètres. Donc, vous voyez, c'est largement au-dessus de la recommandation des fameuses 30 minutes, 5 fois des 30 minutes, quoi. Donc, en plus, parfois, les podomètres ne sont pas toujours valables ou forcément bien ajustés. Heu, donc voilà, on sait déjà que les bénéfices sur la santé, ils arrivent déjà à 2 700 pas au tout début.
et après ça se stabilise jusqu'à 7 000, à 7 500. Donc en fait, l'enjeu là, c'est plutôt de trouver, une motivation à bouger finalement le plus possible au quotidien. C'est se challenger un peu, personnellement, à en faire un peu plus davantage. Mais si on n'arrive pas aux 10 000, voilà, il faut pas se se dire: «Non, c'est pas bien, j'y suis pas arrivé», quoi. Voilà. Merci. Alors, on en voit de plus en plus en ce moment, hein, mais par exemple, pratiquer le vélo électrique ou la trottinette électrique, est-ce que ça fait partie de l'activité physique? Alors, beh, oui, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, est considéré comme une activité physique, tout ce qui met en mouvement. Donc même si c'est, du vélo avec un moteur, on a quand même le mouvement du pédalage. Donc oui, pratiquer le vélo, même s'il est électrique, c'est de l'activité physique. Donc en effet, le fait d'avoir le moteur, bah, ça permet de rouler plus vite, de monter les côtes sans effort, de de pas forcément transpirer ou d'avoir les cuisses qui tiraillent. Mais en tout cas, voilà, du coup, on va dire que comparativement à un vélo mécanique, et à travail équivalent, l'effort est moins important en effet, comme la fréquence cardiaque et cetera. Donc c'est plutôt l'intensité en fait de l'activité qui va être moindre par rapport à un vélo mécanique. Mais du coup, beh, rien n'interdit de réduire aussi l'écart, en prolongeant l'effort, par exemple en accélérant, en adaptant la puissance de l'assistance, pardon, puisque maintenant les vélos électriques ont tous une assistance qui permet de régler, quand on est sur du plat, on peut la supprimer aussi, voilà, donc ça, de la mettre que dans les montées, voilà, ça permet aussi d'aller plus loin, hein, pour des gens, des personnes qui n'auraient jamais pratiqué finalement du vélo, hem, simple, mécanique, ça leur permet de s'y mettre ou d'aller plus loin que ce qu'ils auraient fait, quoi. Donc c'est toujours intéressant en effet, oui, oui. Alors là, on a déjà pas mal dépassé le temps imparti, donc on va peut-être répondre à une dernière question avant de clôturer. On parle souvent de 5 fruits et légumes par jour. Est-ce qu'on est obligé de manger donc 5 fruits et légumes par jour? Et par rapport aux fruits, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont sucrés, donc lesquels il vaut mieux manger? D'accord. Alors sur, cette recommandation, en fait, on parle de portions, en fait, hein, donc c'est si on reprend tout à l'heure ce qu'on a évoqué ensemble, la répartition de l'assiette, si on a déjà les 2 portions, en fait, de légumes, donc ça en fait 2 plus 2 le soir, donc ça, on est déjà à 4 portions. Après si on rajoute un fruit, on est déjà à la recommandation, donc c'est ce qu'il faut voir, c'est surtout en portions et c'est en général, des légumes à chaque repas et un fruit par repas, en fait, qui est recommandé, hein, d'une façon, générale. Et les fruits, les plus sucrés, bien sûr, il n'y a pas de fruits interdits, hein, mais ce sont, les bananes, les raisins, les figues, les cerises, hein, qui vont apporter davantage de sucre. Donc effectivement, on recommande de pas, les manger, tous les jours et effectivement, ça peut être, par exemple, une banane un peu moins mûre ou la moitié d'une, ou par exemple, pour le raisin, ça va être 15 grains de raisin, mais effectivement, de toujours l'associer au moment du repas pour que ce soit englobé dans le bol alimentaire pour moins faire monter la glycémie. Mais on peut tout à fait en manger, voilà et se faire plaisir de varier effectivement, les fruits. Par exemple, les agrumes sont beaucoup moins, sucrés, hein, puisque là, c'est la période. Donc on peut aussi, ben, voilà, manger une orange ou, éventuellement une pomme et effectivement de pouvoir, se faire plaisir aussi de temps en temps avec, d'autres fruits qu'on aime comme la banane, hein, effectivement. Alors, on a une question dans le même style, concernant la viande. Donc je suppose quelles sont les viandes les plus recommandées, Ouais, aux Alors, diabétiques? ça va être, plutôt les viandes maigres, hein, ça va être le poulet, les viandes le blanches. veau, voilà, plutôt les viandes blanches, en fait, qui vont être, moins grasses, hein, mais on Mmh. peut quand même, manger, ben, un steak de temps en temps, hein, c'est pas non plus interdit. Mmh. Après, plutôt une fois par jour, comme ça,
on limite aussi, certains risques, aussi sur, le long terme et éventuellement, ça peut être aussi de manger, c'est ça qui est surtout important, de manger du poisson aussi 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est aussi une recommandation importante. Si on peut le faire, c'est vraiment, quelque chose d'important. Oh beh, merci Alexia et Cécile, je pense qu'on Merci à Merci. vous. on va rester là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je clôture? Merci, pour, toutes, vos questions et puis l'intérêt que vous avez porté à la partie d'aujourd'hui, Voilà, pour nous, voilà. c'était aussi, une expérience un petit peu différente et c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir, voilà, échanger, voilà, avec Même des personnes voilà, en direct, même si on ne vous voit pas même si voilà. directement. Voilà. Alors merci à toutes les personnes qui ont suivi donc ce webinaire et qui ont participé avec nous. J'espère que nous aurons répondu, à la majorité de vos interrogations. Moi, je vous invite à aller aussi consulter le site amélie.fr de l'assurance maladie, qui pourra répondre à pas mal de questions. Il y a aussi un forum avec des échanges, voilà, des questions-réponses, entre assurés où on peut trouver, voilà, des renseignements, et des choses intéressantes. Je vous rappelle que le replay de ce webinaire sera, sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Il y aura aussi le replay des autres webinaires, donc celui qui a été fait hier sur le diabète en général et celui de demain donc sur, diabète et tabac, qui est au même créneau horaire. Suite, à ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Merci de nous le retourner complété, ça nous permet d'avoir, voilà, vos remarques et savoir quel thème vous aimeriez voir abordé pour des prochains webinaires à venir. Sachez également donc on parlait de tabac et diabète, en novembre, c'est le mois sans tabac, donc s'il y a des personnes qui sont fumeuses et bien vous pouvez tenter le challenge d'arrêter de fumer, sur le mois de novembre, donc pendant un mois. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire au revoir et à bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.